Chapitre 15. Les quelaines. La lumière sourde d'une nouvelle journée de grisaille finit par me réveiller. Je restais allongé, bras sur les yeux, patraque, hébété. Quelque chose, un rêve qui essayait de ressurgir, se débattait aux confins de ma conscience. Je gémis et roulai sur le flanc, priant pour que le sommeil revînt. Puis, le souvenir du jour précédent s'imposa à moi. Oh! Je m'assis avec une telle brusquerie que la tête me tourna. Tes cheveux ressemblent à un nid de corneille, ça me plaît bien. Sa voix sereine émanait du rocking chair. Édouard, tu es resté? Enthousiaste, je courus sans réfléchir, me jeter sur ses genoux. À l'instant où mon cerveau rattrapait mon corps, je me figeai, ahuri par ma fougue incontrôlée. Je le regardai timidement, craignant d'avoir enfreint les limites. Par bonheur, il s'esclaffa. Évidemment. Quoiqu'un peu surpris, il paraissait heureux de mon ardeur. Ses mains me caressaient le dos. Je posai délicatement ma tête sur son épaule, humant l'odeur de sa peau. J'étais sûre qu'il s'agissait d'un rêve. Tu n'as pas assez d'imagination pour ça, me taquina-t-il. Bon sang, Charlie, me rappelai-je soudain. Avec la même spontanéité, je me relevai d'un bond et fonçai sur la porte. Il est parti il y a 1 heure, annonça Édouard. Après avoir rebranché les fils de ta batterie, suis-je obligé de préciser. J'avoue être déçu. Cela seul suffirait donc à t'empêcher de filer. Je méditais cette question sans bouger. Je mourais d'envie de retourner vers lui, mais j'avais peur d'avoir mauvaise haleine. D'habitude, tu es plus vive que ça le matin, remarqua-t-il. Il me tendit les bras en une invitation presque irrésistible. J'ai besoin d'une nouvelle minute d'humanité, avouai-je. J'attendrai donc. Je sautillai jusqu'à la salle de bain, me reconnaissant à peine. J'étais une étrangère à l'intérieur, comme à l'extérieur. Le visage dans le miroir était celui d'une autre. Yeux trop brillants, taches rouges fiévreux sur les joues. Après m'être brossé les dents, je m'acharnai à démêler ma tignasse. Je m'aspergeai d'eau froide et m'appliquai à respirer normalement, sans résultat notoire. C'est en courant à moitié que je regagnai ma chambre. Sa présence me fit l'effet d'un miracle. Ses bras tendus n'avaient pas bougé, et mon cœur se mit à battre follement. « Enfin là !» murmura-t-il en m'enlaçant. Il me berça un moment de silence, puis je m'aperçus qu'il s'était changé et que ses cheveux étaient lissés. « Tu as osé me quitter ?» l'accusai-je en effleurant le col de sa chemise propre. Je ne pouvais décemment pas garder les vêtements d'hier. Qu'auraient pensé les voisins? Je me mis à bouder. Tu étais profondément endormi. Je n'ai rien loupé. Tu avais déjà parlé, ajouta-t-il avec malice. Qu'ai-je dit, grognai-je? Que tu m'aimais. Ses yeux dorés étaient très doux. Ce n'est pas un scoop. C'était plaisant à attendre quand même. J'enfouis mon visage dans son épaule. Je t'aime, chuchotai-je. Tu es ma vie désormais, répondit-il tout simplement. Il n'y avait rien à ajouter pour l'instant. Nous nous balançâmes dans le rocking chair jusqu'à ce que la lumière soit devenue plus vive. C'est l'heure du petit déjeuner, finit-il par décréter avec décontraction, pour me prouver, j'en suis certaine, qu'il n'oubliait pas mes faiblesses humaines. Je m'attrapai la gorge à 2 mains, le contemplant avec des yeux écarquillés d'horreur. Il parut choqué. Je blague, rigolai-je. Toi qui prétendais que je ne savais pas jouer la comédie. Ça n'était pas drôle, répliqua-t-il en fronçant les sourcils dégoûtés. Ça l'était, et tu le sais. Ce qui ne m'empêcha pas d'examiner attentivement ses iris, histoire de vérifier qu'il me pardonnait. C'était le cas apparemment. Faut-il que je reformule? Demanda-t-il. C'est l'heure du petit déjeuner pour les humains. Très bien. Il me jeta par-dessus son épaule de pierre, gentiment mais si vivement que j'en eus le souffle coupé. Malgré mes protestations, il me porta au rez-de-chaussée et m'assit de force sur une chaise. La cuisine était claire, joyeuse, comme contaminée par mon humeur folâtre. Qu'y a-t-il à manger? Ma question le désassorna et son front marmoréen se plissa. Je ne sais pas. De quoi as-tu envie? T'inquiète, je suis capable de m'occuper de moi. Observe un peu comment je chasse. Sautant sur mes pieds, je pris un bol et la boîte de céréales. Je sentis qu'il suivait chacun de mes gestes. Tandis que je versais le lait et attrapais une cuillère, je posai le tout sur la table, puis m'interrompis. Tu veux quelque chose? Demandai-je par politesse. Mange, Bella, rétorqua-t-il en levant les yeux au ciel. Je m'installai et attaquai mon repas tout en l'examinant. Il m'observait de près, ce qui m'embarrassa.
Je déglutis et relançai la conversation histoire de le distraire. C'est quoi le programme aujourd'hui? Voyons. Il médita soigneusement sa réponse. Que dirais-tu de rencontrer ma famille? Je faillis m'étrangler. Ça t'effraie? Il semblait l'espérer. Oui, reconnus-je. Impossible de nier, il le lisait dans mes yeux. Ne t'en fais pas, se moqua-t-il, je te protégerai. Je n'ai pas peur d'eux, j'ai peur qu'ils ne m'apprécient pas. Ne risquerait-il pas d'être surpris que tu ramènes quelqu'un comme moi à la maison? Savent-ils que je suis au courant? On ne peut rien leur cacher, lança-t-il sarcastique. Hier, ils pariaient sur les chances que tu avais de revenir vivante. C'était 6 voix contre celle d'Alice. Je me demande bien pourquoi. Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas de secret les uns pour les autres. C'est d'ailleurs à peu près impossible entre moi qui intercepte les pensées et Alice qui devine l'avenir. Sans parler de Jasper, qui doit être capable de te donner l'impression qu'il serait tellement agréable et confortable de lui raconter tout ce que tu as sur le cœur. Tu es décidément très attentive. On me l'a déjà dit. Alors Alice m'a-t-elle vu rentrer? Son étrange réaction m'intrigua. Quelque chose comme ça, marmonna-t-il gêné, en détournant les yeux. C'est bon, ajouta-t-il taquin. Franchement, ça n'a pas l'air très appétissant. Eh bien, ça ne vaut pas le grizzly irritable. Il rougit, mais je l'ignorais. Je me demandais pourquoi il s'était dérobé lorsque j'avais mentionné Alice. Je me dépêchais de terminer mes céréales tout en m'interrogeant. Lui se tenait debout au milieu de la pièce. Apollon statufiait une fois encore, perdu dans la contemplation de la fenêtre. Puis il se tourna vers moi et me gratifia de son sourire époustouflant. « Tu devrais aussi me présenter à ton père, hasarda-t-il. Il te connaît déjà, lui rappelai-je. Pas comme ton petit ami. Pourquoi ferais-je ça? Ce n'est pas la coutume. Aucune idée. Mon expérience en la matière était des plus limitées. Non que les règles usuelles s'appliquassent dans le cas présent. Ce n'est pas nécessaire, repris-je. Je ne m'attends pas à ce que personne ne te force à jouer le jeu. Je ne joue pas. Repoussant les céréales sur le pourtour du bol, je me mordis les lèvres. Diras-tu à Charlie que je suis le garçon avec lequel tu sors, oui ou non? Insista-t-il. Car c'est ce que tu es? Je m'efforçai de balayer mes craintes à la seule perspective d'Edward, de Charlie et de mon petit copain dans la même pièce. J'admets que c'est une acception un peu large du mot garçon. J'avais l'impression que tu étais plus que ça, avouai-je en fixant la table. Eh bien, je ne suis pas sûre que nous soyons obligés de lui donner les détails les plus sanglants, mais il va falloir lui expliquer pourquoi je passe autant de temps avec toi, ajouta-t-il en me soulevant le menton d'un doigt froid par-dessus la table. Je ne tiens pas à ce que le chef Swan prenne des mesures de coercition à mon encontre. Seras-tu là? Demandai-je soudain inquiète. Seras-tu vraiment là? Toujours? Aussi longtemps que tu voudras de moi. Je ne me lasserai jamais de toi. Jamais. Il contourna la table et s'arrêtant à quelques pas, me frôla la joue. Son expression était insondable. Ça t'embête? Il ne répondit pas, se contentant de me scruter pendant très longtemps. Tu as terminé? Finit-il par dire. Oui. Va t'habiller, je t'attends ici. J'eus du mal à décider quoi porter. À mon humble avis, il n'existait sûrement pas de livre de bienséance détaillant comment se vêtir lorsque votre vampire de petit ami tient à vous présenter à ses vampires de parents. Vampire, ça me faisait du bien d'oser penser à ce mot. J'étais consciente de l'éviter constamment, exprès. Au bout du compte, je mis ma seule jupe, assez longue, kaki décontracté et le corsage bleu marine sur lequel il m'avait un jour complimenté. Un rappeil d'examen dans le miroir confirma que dompter mes cheveux était impossible. Je les attachai en une queue de cheval. « Ça y est !» criai-je en dégringolant les marches. « Je suis à peu près décente. » Il était assis au pied de l'escalier, ce que j'avais pas prévu, et je lui rentrai dedans de plein fouet. Il m'empêcha de tomber, me tenant à une distance prudente, avant, brusquement, de m'attirer contre lui. « Encore une fois, tu as tout faux, murmura-t-il à mon oreille. Tu es scandaleusement indécente. Aucune femme ne devrait avoir le droit d'être aussi tentante. C'est injuste. »« Comment ça, tentante? Je peux me changer? »« Tu es absurde, soupira-t-il en secouant la tête. Il appuya délicatement ses lèvres glacées contre mon front, et la pièce se mit à tourner. L'arôme de son haleine me privait de tous mes moyens. « Est-il vraiment nécessaire que je t'explique pourquoi tu me tentes? » Question de pure rhétorique.
Ses doigts caressaient mon dos, sa respiration était plus hachée. Lentement, sa bouche entr'ouverte effleura la mienne pour la deuxième fois en 2 jours. Alors, je m'écroulai. Bella, s'écria-t-il inquiet en me rattrapant, tu m'as fait tomber dans les pommes. Mais comment faut-il que je me comporte s'exaspéra-t-il. Hier, quand je t'embrassais, tu m'as carrément attaqué. Aujourd'hui, tu t'évanouis. J'eus un rire faible, prise de vertige. Je me laissai aller dans ses bras. Apparemment, tu vas devoir réviser ta théorie sur mon excellence dans tous les domaines. Ne te dénigre pas, tu es trop habile, c'est ça le problème. Beaucoup, beaucoup trop habile. Tu ne dois pas être malade, hein? Non, ce n'est pas comme l'autre fois, je crois juste que j'ai oublié de respirer. Tu n'es pas en état de sortir. Je vais bien. De toute façon, ta famille va me prendre pour une folle. Alors quelle importance. Il me contempla un moment. J'ai un faible pour la manière dont la couleur de ce chemisier s'accorde à ta peau, lança-t-il de façon inattendue. Rougissant de plaisir, je détournai les yeux. Écoute, je m'exprime à éviter de réfléchir à ce que je suis sur le point de faire. Alors, pourrions-nous y aller maintenant? Tu t'angoisses non parce que tu vas mettre les pieds dans un nid de vampires, mais parce que tu as peur que ces vampires te rejettent, c'est ça? Exactement, ripostai-je en cachant ma surprise de l'avoir entendu utiliser le mot avec tant de facilité. Tu es incroyable, conclut-il en secouant le menton. Au volant de ma camionnette, il me conduisit en dehors de la ville, et je me rendis compte que je n'avais pas la moindre idée de l'endroit où il habitait. Nous franchîmes le pont qui enjambait la rivière Kalawa, empruntant la route qui serpentait vers le nord. Les maisons étaient de plus en plus rares et imposantes. Puis elles disparurent complètement, et nous nous retrouvâmes dans la forêt embrumée. J'hésitais entre l'interroger et prendre mal en patience, lorsqu'il bifurqua soudain dans un chemin de terre. Aucun panneau n'indiquait son existence, il était à peine visible parmi les fougères. Les bois débordaient de part et d'autre, ne laissant deviner l'allée sinueuse que sur quelques mètres. Au bout de plusieurs kilomètres, les arbres s'éclaircirent et nous débouchâmes sur une petite prairie, à moins qu'il ne s'agisse d'une vaste pelouse. Pour autant, la pénombre mélancolique de la forêt persistait, car 6 cèdres séculaires ombrageaient entièrement l'endroit de leurs ramures majestueuses. Les branches protectrices s'étendaient jusqu'au mur de la maison qui s'élevait au milieu d'eux, rendant inutile la grande loggia qui ceignait le premier étage. J'ignore ce à quoi je m'étais attendu. Certainement pas à ça. La villa était sans âge, élégante, sans doute centenaire, d'un blanc un peu fané, comportant 3 niveaux rectangulaires. Elle avait des proportions harmonieuses. Les portes et fenêtres étaient d'origine ou avaient été l'objet d'une habile restauration. Il n'y avait aucune voiture en vue, hormis la mienne. J'entendais la rivière cachée par la forêt obscure. « Dis donc, elle te plaît? Elle ne manque pas de charme. » S'esclaffant, il tira sur ma queue de cheval. « Prête? » « Pas le moins du monde, tentai-je de plaisanter. « Allons-y. » Mon rire se coinça dans ma gorge et je me lissai les cheveux d'un geste nerveux. « Tu es magnifique, » me lança Édouard en prenant ma main sans même y réfléchir. Nous traversâmes l'ombre profonde jusqu'au porche. J'étais tendu, et Édouard le savait. Son pouce traçait des cercles tendres sur le dos de ma main. Il me tint la porte. L'intérieur se révéla encore plus surprenant, moins classique que l'extérieur. Le rez-de-chaussée était très clair, très ouvert, immense. Il avait dû y avoir plusieurs pièces, mais on avait abattu les murs pratiquement partout afin de créer un espace gigantesque. À l'arrière, la façade sud avait été entièrement remplacée par des vitres, et au-delà des cèdres, la pelouse nue s'étendait jusqu'à la rivière. Un colossal escalier à révolution dominait l'ouest de la salle. Les parois, les hauts plafonds à poutres apparentes, les planchers et le tapis moelleux couvraient toute la palette de blanc. À gauche, sur une estrade supportant un spectaculaire piano à queue, nous attendaient les parents d'Édouard. J'avais déjà rencontré le docteur Cullen, naturellement. Ça ne m'empêcha pas cependant d'être une nouvelle fois frappé par sa jeunesse et son insolente vénusté. À côté de lui se tenait celle qui devait être Esmée, la seule de la famille que je n'avais pas encore vue. Elle avait la même splendeur pâle que les autres. Quelque chose dans son visage en forme de cœur et les douces boucles caramel de ses cheveux me fit penser aux ingénus des films muets d'autrefois. Elle était mince, plus petite mais moins anguleuse que le reste de la famille.
lui comme elle, vêtus sans après de vêtements clairs, qui s'harmonisaient avec la décoration intérieure. Malgré leur sourire accueillant, ils ne vinrent pas à ma rencontre. J'imagine qu'ils ne voulaient pas m'effrayer. Carlyle, Esmé, je vous présente Bella, lança Edward en brisant le silence. Sois la bienvenue, Bella, me dit Carlyle en avançant à pas mesurés. Il tendit une main timide et je m'approchai pour la serrer. Ravi de vous revoir, docteur Cullen. Je t'en prie, appelle-moi Carlyle. Enchanté, répondis-je. Enchanté. Ma soudaine confiance en moi m'étonna, et je perçus aussi le soulagement d'Edward. Se mêlant à nous, Esmé me donna à son tour une poignée de main. Sa prise froide et marmoréenne ne me surprit pas. Heureuse de te connaître, dit-elle, apparemment sincère. Où sont Alice et Jasper demanda Edward. Au même instant, ces derniers surgirent en haut du vaste escalier. Hé, Edward lui héla Alice radieuse. Elle dévala les marches, feu follet noir et blanc, avant de s'arrêter gracieusement devant moi. Ses parents parurent inquiets de sa vivacité, mais son attitude me plut. Elle était si naturelle. Salut Bella! Alice plongea en avant et embrassa ma joue, ce qui eut le don de transformer en habitude la réserve de Carlyle et d'Esmé. Moi aussi j'étais étonnée, bien que contente qu'elle parût m'accepter entièrement. En revanche, je fus ébranlée en sentant Edward se raidir. Je lui jetai un coup d'œil, son expression était indéchiffrable. Tu sens très bon, ajouta-t-elle à mon plus grand embarras. Je ne l'avais pas encore remarqué. Il y eut un bref silence gêné, puis Jasper, Grand et Léona nous rejoignit d'un bond. Je me détendis tout à coup, à l'aise en dépit du lieu où je me trouvais. Edward sourcilla en direction de son frère, et le nom de celui-ci me revint à l'esprit. « Bonjour, Bella », me salua-t-il. Il gardait ses distances et ne me tendit pas la main. Pourtant, on ne pouvait qu'être bien en sa présence. « Bonjour, Jasper », répondis-je intimidée. « Je suis très contente de vous rencontrer », ajoutai-je à la cantonade. « Vous avez une très belle maison. »« Merci, » dit Esmé. « Nous sommes enchantés que tu sois venue. » Elle était chaleureuse et je compris qu'elle me trouvait courageuse. Je m'aperçus aussi que ni Rosaline ni Emmett n'étaient là, et me rappelait les dénégations pas trop innocentes d'Edward lorsque je lui avais demandé si ses frères et sœurs ne m'aimaient pas. Carlyle me tira de mes réflexions. Il contemplait Edward de manière éloquente et intense. Du coin de l'œil, je vis Edward hocher une fois la tête. Par politesse, je détournai le regard pour m'attarder sur le splendide piano de concert. J'avais eu enfant le rêve d'acheter un de ces instruments à ma mère si je gagnais un jour au loto. Elle n'était pas très douée, ne jouait que pour elle-même sur notre piano droit d'occasion. Mais j'adorais ces instants. Heureuse et concentrée, elle me donnait l'impression d'être une personne nouvelle et mystérieuse. Quelqu'un d'autre que le personnage de mère que je tenais pour acquis. Bien sûr, elle m'avait inscrite à des leçons. Comme la plupart des enfants, je m'étais plainte, jusqu'à ce qu'elle m'autorise à abandonner. Esmé remarqua mon intérêt. « Tu joues » demanda-t-elle. Pas du tout. C'est un merveilleux instrument. Il est à vous » Non, rit-elle. « Edward ne t'a pas dit qu'il était musicien ?»« Jamais, affirmai-je en fusillant l'intéressé des yeux. Quoique j'aurais dû m'en douter, j'imagine. Esmé parut décontenancé. « Edward réussit tout ce qu'il entreprend, non » expliquai-je. Jasper ricana, et Esmé dévisagea son fils d'un air de reproche. « J'espère que tu n'as pas fanfaronné, le morigéna-t-elle. Ce n'est pas très élégant. »« Juste un peu, riposta-t-il gaiement. Il s'esclaffa sans retenue, et sa mère s'adoucit, presque complice, fière. « En réalité, il a été trop modeste, intervins-je. »« Eh bien, joue donc pour Bella, Edward, l'encouragea Esmé. »« Tu viens juste de dire que fanfaronner était mal élevé. J'aimerais t'écouter, insistai-je. » Affaire conclue, décréta alors Esmé en le poussant en direction de l'estrade. Il m'entraîna avec lui, allant jusqu'à m'inviter à m'asseoir sur le tabouret à son côté, avant de se tourner vers le clavier. Il m'adressa une grimace exaspérée. Puis ses doigts volotèrent sur l'ivoire, et un morceau envahit la pièce, si complexe et foisonnant qu'on avait du mal à croire que 2 mains seulement jouaient. J'en béais d'ahurissement. Derrière moi, de petits rires accueillirent ma réaction. Sans s'arrêter ni donner l'impression d'un quelconque effort, Edward me lança un clin d'œil. « Tu aimes ?»« C'est toi qui l'as écrit » m'exclamai-je interdite. « Oui, c'est le préféré d'Esmé. » Fermant les yeux, je secouai la tête. « Qu'y a-t-il ?»« À côté de toi, j'ai l'impression d'être totalement insignifiante. »
La musique ralentit et se transforma en mélodie plus douce. À ma grande surprise, je reconnus derrière la profusion des notes le thème de la berceuse qu'il m'avait chanté. « C'est toi qui as inspiré celui-ci, chuchota-t-il. » Ma composition devint infiniment tendre. J'étais muette de stupeur. « Il t'aime bien, tu sais, continua Édouard sur le ton de la conversation. Esmé surtout. » Je me retournai brièvement, la pièce était vide. Pourquoi sont-ils partis? Un moyen très discret de nous donner un peu d'intimité, je suppose. Peut-être, soupirai-je. Reste Rosalie et Emmett. Il se renfrogna. Ne t'occupe pas de Rosalie, elle s'y fera. Et Emmett, persistai-je sceptique. Oh, il pense que je suis fou, mais tu ne le poses aucun problème. Et il essaie de raisonner Rosalie. Qu'est-ce qui l'ennuie tant que ça? Demandai-je, bien que je ne fusse pas certaine d'avoir envie de connaître la réponse. Rosalie est celle qui a le plus de difficultés à vivre notre condition, soupira-t-elle. Elle a du mal à accepter qu'un étranger sache la vérité. Et puis elle est un peu jalouse. De moi? Incrédule, je tentais d'imaginer un monde où une femme aussi époustouflante que Rosalie aurait un motif quelconque d'envier une gamine comme moi. Tu es humaine. Elle regrette que ce ne soit pas également son cas. Oh, et Jasper, lui aussi, C'est ma faute. Je t'avais expliqué qu'il était le plus récent d'entre nous. Je l'ai averti de garder ses distances dans son propre intérêt. Précision qui m'arracha un frisson. Esmé et Caroline, poursuivis-je rapidement pour qu'ils ne s'en aperçoivent pas, ils seraient juste pour moi. D'ailleurs, Esmé se moquerait comme d'une guigne que tu aies un troisième œil ou les pieds palmés. Elle s'est tellement inquiétée, craignant qu'un élément essentiel lui manquait à son accomplissement, ou que j'ai été trop jeune au moment de ma transformation par Caroline. Elle nage en plein bonheur. Chaque fois que je te touche, elle s'étrangle de joie. Alice m'a semblé très enthousiaste. Elle a une façon bien à elle d'envisager les choses, susurra-t-il entre ses dents. L'espace d'un instant, nous nous comprîmes parfaitement, sans avoir besoin de passer par les mots. Lui sentait que je devinais qu'il me cachait quelque chose. Moi, qui n'étais pas prêt à me révéler quoi que ce soit. En tout cas, pas maintenant. Alors, qu'est-ce que t'as raconté Caroline tout à l'heure? Demandai-je pour changer de sujet. Tu as aussi remarqué ça, n'est-ce pas? Bien sûr. Il me contempla pensivement avant de répondre. Il voulait m'annoncer des nouvelles, et il ignorait si j'avais, oui ou non, envie de les partager avec toi. Et j'y suis forcée dans la mesure où je vais devoir être insupportablement protecteur dans les jours ou semaines à venir, et que je ne tiens pas à ce que tu me prennes pour un tyranné. Que se passe-t-il? Rien de très inquiétant pour le moment. Alice a juste vu la prochaine arrivée de visiteurs. Ils savent que nous sommes ici et sont curieux. Des visiteurs? Oui, ils ne sont pas comme nous, pour ce qui concerne leurs habitudes de chasse. S'entend. Ils ne viendront même pas en ville, avec un peu de chance. Mais je n'ai pas l'intention de te laisser sans surveillance tant qu'ils n'auront pas déguerpi. Je frémis secoué. Enfin une réaction rationnelle, murmura Édouard. Je commençais à croire que tu n'avais aucun instinct de survie. Je ne relevai pas, préférant laisser mes yeux vagabonder à travers la grande pièce. Suivant mon regard, il ajouta quelque peu blasé. Pas ce à quoi tu t'attendais, hein? Non. Ni cercueil, ni crâne empilé dans les coins, il n'y a même pas de toile d'araignée à ma connaissance. Quelle déposition ce doit être! C'est tellement lumineux, tellement ouvert, m'émerveillai-je, insoucieuse de ses sarcasmes. C'est un endroit où nous n'avions pas besoin de nous cacher, admit-il en recouvrant son sérieux. La berceuse qu'il jouait, mon morceau s'acheva. Les derniers accords plaqués dans une tonalité plus mélancolique. L'ultime note resta suspendue dans le silence, poignante. Merci, chuchotai-je. Réalisant que j'avais les larmes aux yeux, je les essuyai gênés. Édouard effleura le coin de l'une de mes paupières et attrapa une larme qui m'avait échappé. Il souleva son doigt, examinant la goutte de près. Puis, si vite que je crus avoir rêvé, il porta son doigt à sa bouche. Je l'examinai dérouté et il me fixa longuement avant de sourire. « Tu veux voir le reste de la maison ?»« Pas de cercueil, » lui taquinai-je, sans parvenir à masquer la légère mais réelle anxiété que j'éprouvais. « Aucun, promis, » bouffa-t-il en me tirant par la main. Nous gravîmes l'imposant escalier, mes doigts s'attendant sur la rambarde lisse comme du satin. Le vestibule sur lequel nous débouchâmes était lambrisé, de panneaux en bois couleur miel de la même teinte que les planchers.
La chambre de Rosalie et Emmett, le bureau de Carlyle, les quartiers d'Alice, énumérait Édouard en passant devant les portes. Il aurait continué sur sa lancée si je n'avais pas brusquement plié net au bout du couloir, abasourdi devant l'objet accroché au mur au-dessus de ma tête. Édouard rigola devant mon air éberlué. « Tu as le droit de rire, lança-t-il. Sa présence est en quelque sorte ironique. » Je ne ris pas, ma main monta mue par un réflexe, et je tendis le doigt vers la grande croix de bois dont l'antique et sombre patine tranchait sur le fond clair du mur. Je ne la touchai pas cependant, bien que je fusse curieuse de sentir si la matière en était aussi douce qu'elle semblait l'être. « Elle est sûrement très vieille, dis-je. »« Début du XVIIe siècle, admit Édouard en désinvolture. Environ 1630. »« Pourquoi la gardez-vous ici ?» demandai-je en me tournant vers lui. « Par nostalgie. Elle appartenait au père de Carlyle. Il concernait les antiquités ?» J'avais des doutes. Non, il la sculptait. Elle était suspendue au-dessus du pupitre du temple où il prêchait. J'ignore si mon visage trahit mon étonnement, mais par précaution, je m'empressai de revenir sur la croix. Mentalement, je fis un rapide calcul. Elle avait plus de 370 ans. Le silence s'installa pendant que je m'évertuais à prendre la mesure d'autant d'années. « Tout va bien ?» s'inquiéta Édouard. « Quel âge a Carlyle ?»« Il vient de célébrer ses 362 ans. » Je pivotai vers lui, un milliard de questions dans les yeux. « Carlyle est né à Londres dans les années 1640, m'expliqua-t-il. Enfin, il pense, les dates à l'époque n'étaient pas aussi précises que maintenant, du moins pour les gens du commun. C'était juste avant l'arrivée de Cromwell. » Tout en parlant, Édouard m'étudiait attentivement et je me forçais de ne pas trahir ma surprise. Le meilleur moyen de le faire était encore de feindre la scepticisme. Il était le fils unique d'un pasteur anglican, poursuivit Édouard. Sa mère étant morte en le mettant au monde, son père était un homme intolérant. Lorsque les protestants ont pris le pouvoir, il a persécuté avec beaucoup d'enthousiasme les catholiques et autres mécréants. Il croyait également dur comme fer à la réalité du mal. Il menait des chasses aux sorcières, aux loups-garous et aux vampires. Je me figeai. Il s'en aperçut, il n'en continua pas moins. Il a mené au bûcher pas mal d'innocents, parce que les créatures qu'il cherchait n'étaient pas si faciles à attraper naturellement. Sur ses vieux jours, il a transmis les rênes à son fils, obéissant. Au début, Carlyle s'est montré décevant. Il n'était pas aussi prompt à voir des démons là où il n'y en avait pas. Mais il était acharné et plus intelligent que son père. Et il a fini par découvrir une bande de vrais vampires, qui se dissimulaient dans les égouts de Londres, et ne sortaient qu'à la nuit pour chasser. Quand les créatures démoniaques n'étaient pas les mythes et des légendes, c'est ainsi que la plupart vivaient. Quoi qu'il en soit, le bon peuple a rassemblé fourches et torches, et s'est embusqué à l'endroit repéré par Carlyle, attendant que l'un des monstres apparaisse. Ce qui a fini par se produire. Il devait être extrêmement vieux et affaibli par la faim. Carlyle l'a entendu prévenir les autres en latin lorsqu'il a senti la présence de la foule. Il s'est enfui dans les rues, et Carlyle, qui n'avait alors que 23 ans et courait vite, s'est rué derrière lui, prenant la tête de la traque. Le vampire aurait aisément pu le distancer, mais d'après Carlyle, il avait tellement faim qu'il s'est retourné et attaqué. Il s'en est d'abord pris à Carlyle, mais les renforts n'étaient pas loin, et il a été contraint de se défendre. Il a tué 2 hommes et a déguerpi, en emportant un 3e, tandis que Carlyle se vidait de son sang sur le pavé. Il s'interrompit et je devinai qu'il me taisait un détail. Carlyle n'avait aucun doute quant aux mesures que prendrait son père. Les cadavres seraient brûlés, tout ce qui risquait d'avoir été infecté par la créature devait être détruit. Par instinct pour sauver sa vie, il a rampé loin de la ruelle où il gisait pendant que la foule poursuivait le monstre et sa victime. Il s'est tapis dans une cave et s'est enfoui sous un tas de pommes de terre pourries durant 3 jours. C'est un miracle qu'il soit parvenu à garder le silence et qu'on ne l'ait pas repéré. Quand ça a été fini, il a compris ce qu'il était devenu. Je me trahis peut-être car soudain il me demanda comment je me sentais. « Très bien, affirmai-je. » J'eus beau me mordre les lèvres hésitantes, il décela la curiosité qui me dévorait. Il sourit. « J'imagine que tu dois avoir des tas de questions à me poser. »« Quelques-unes. » Son sourire s'élargit, dévoilant ses dents luisantes. Me prenant par la main, il me ramena sur nos pas. « Dans ce cas, viens, je vais te montrer. »